c'est extrêmement important de se donner l'opportunité de tomber guéri. Et pas tomber guéri, pour ceux qui nous écoutent, c'est comme tomber malade, mais dans l'autre sens. La quête de sens, elle vous est tombée dessus, vous avez rien demandé à personne, et à un moment donné, ça arrive d'un coup. Eh bien, il faut déjà se donner l'opportunité de régler le problème aussi d'un coup, de la même manière. Et tout va commencer par une nouvelle pensée. Ça veut dire que dans le cadre de Au revoir président, si vous n'avez pas orienté votre pensée solution, elle n'arrivera jamais. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Au revoir président est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pellet, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expatrié. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes ? Quelles étaient leurs vies d'avant ? Comment ont-elles mûri leurs décisions ? Comment ont-elles géré ce moment avec leur entreprise, leur famille et avec elles-mêmes ? Quelles stratégies financières ont-elles mises en place ? Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer cette trajectoire de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Ça y est, c'est parti pour un nouvel épisode avec un expert. Donc c'est un hors-série et j'ai le plaisir pour ce numéro de vous retrouver avec Romain Vanderdop. Bonjour Romain. Ouais, salut Laurent, ça va ? Alors Romain, on se connaît depuis pas mal de temps déjà. La première fois qu'on s'est vu, c'était à Barcelone, je crois. Et ensuite, on a eu la chance de se revoir à Singapour. J'étais à l'époque donc président d'un club APM à Singapour et on t'a invité pour une expertise. Donc on était avec des patrons de boîte et tu étais avec nous pendant une journée et tu nous as enseigné des choses assez incroyables. On en parlera peut-être. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pensé à toi pour ce nouvel épisode hors série spécial expertise, mais je pense que pour laisser les auditeurs découvrir qui tu es, je vais tout d'abord te laisser la possibilité de te présenter. Alors moi c'est Romain, j'ai 36 ans, je suis papa d'un petit garçon de 11 ans et à la base je suis professionnel de santé. Donc mon premier métier c'est d'être kiné-ostéo. J'ai commencé ça il y a plus de 10 ans, j'ai poursuivi avec un master en recherche fondamentale et là actuellement je prépare le doctorat en neurosciences appliquées et parallèlement donc à cette casquette de scientifique professionnel de santé avec de la recherche fondamentale, j'ai une casquette de dirigeant à mon échelle avec une 50aine de personnes sur 4 établissements qui font d'une part de la santé et d'autre part de l'accompagnement physique, mental et diététique. Ma partie opérationnelle à moi, c'est d'accompagner des dirigeants et des sportifs de très haut niveau à la programmation neurocognitive, c'est-à-dire à la programmation des fonctionnements du cerveau. Et ma troisième casquette, c'est la notion de dépassement de soi, parce que je pars du principe que nous sommes la succession de nos actions, et c'est la raison pour laquelle, fin 2020, j'ai battu le record du monde d'immersion dans la glace en passant plus de 2h35 dans les glaçons. Alors voilà, je crois que tu as battu, mais très largement, non ? Le prédécesseur, en fait, avait combien de temps, je crois ? Je pense que c'était 1h52 ou 1h55, peu importe, mais oui, ça s'est battu. Explosé le record. Ouais, ça s'est battu facilement. Bon, donc le dépassement de soi, tu connais. Un petit peu. Technique neurocognitive, tu connais. C'est ça. Et j'ai aussi une chose à dire aux auditeurs, c'est que il y a aussi on a une relation très personnelle pour une raison simple, c'est qu'à un moment donné, et là je vais parler de quelque chose qui est très intime avec l'autorisation de la personne que je vais citer, mais donc c'est mon frère Philippe qui habite en Hongrie et qui bossait et qui est passé par une période un peu difficile liée au boulot, etc. Et donc on pourrait apparenter un peu avec des mécanismes qui pourraient être retrouvés dans des cas de au revoir président. Et en fait j'ai eu très peur parce que mon frère a commencé à avoir des difficultés avec des dépressions, etc. Et donc j'ai essayé de l'aider et comme on s'était connus à Singapour et que j'ai vu un petit peu avec les techniques que tu nous as apprises, etc., qu'il y avait des choses intéressantes, je t'ai appelé pour savoir si dans le cas comme celui de mon frère, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire. Et il se trouve que en 2 mois, en fait, l'affaire était réglée. Donc ça, vraiment, moi, ça m'a marqué et merci encore parce que c'est vraiment, voilà, j'ai pu assister à la renaissance de mon frère et maintenant il va très bien et tout se passe bien. Et je le salue d'ailleurs, Philippe, je te salue.
Et voilà, donc en fait, j'aimerais qu'on utilise ce petit temps ensemble pour vraiment bien comprendre, dans un premier temps, un peu quels sont les mécanismes dans lesquels on peut se retrouver, comment ça se passe quand on est dans ces cas un peu d'avoir président où le monde tout d'un coup peut basculer. Qu'est-ce qui se passe avant, pendant, après? Et voilà, et avoir toute ton expérience, parce que tu as l'habitude de ce genre d'aider, en fait, d'accompagner ce genre de situation. Donc, toute ton expertise est vraiment très intéressante pour nous, pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais, effectivement, se retrouver. D'ailleurs, on salue Philippe et on lui dit bravo parce que c'est quand même lui qui a fait le chemin. Mais effectivement, à un moment donné dans sa vie, on peut potentiellement perdre le sens de son quotidien. Le sens, quand moi je le traduis d'un point de vue neurophysiologique, c'est le passage de l'information, qui est finalement un signal électrique, dans le cerveau, mais dans une zone très précise, qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. La plupart du temps, au quotidien, on est dans des projections. On est dans une certaine forme de fantasme où on va se poser des questions, et notre cerveau est un spécialiste pour faire des probabilités, soit dans un futur qui n'existe pas encore, soit dans un passé qui n'existe plus. Mais revenir ici et maintenant s'avère extrêmement complexe. Pour les auditeurs qui nous écoutent, il suffit juste de fixer un point, se concentrer sur un seul objet et ne penser qu'à cet objet. Et vous allez voir combien de temps ça dure. Sur un sujet non entraîné, c'est inférieur à 30 secondes. Vous allez très rapidement vous faire traverser par une autre pensée. Et plus elle est émotionnelle, plus elle va prendre de la place. La peur, le doute, le risque prend toute la place, parce que ça passe par le tronc cérébral. Un énorme câble électrique, c'est de la haute tension. Quand ça arrive dans le cerveau, ça va engager 3 types de comportements en règle générale. Soit une augmentation de fréquence cardiaque, une augmentation de fréquence respiratoire, une augmentation du tonus musculaire et une vasodilatation des membres supérieurs. Et on se prépare au combat. Le fight, le mode fight. Soit au contraire, toujours augmentation de fréquence cardiaque, augmentation de fréquence respiratoire, augmentation du tonus musculaire, mais cette fois-ci vasodilatation des membres inférieurs. Et là, c'est le mode flight. On se met à fuir ses responsabilités. Ou soit totalement l'opposé, diminution de fréquence cardiaque, diminution de fréquence respiratoire, on fait le mort. Et on attend que ça passe. Dans ce fantasme, dans cette projection, il est indispensable de reprendre le contrôle. Une situation d'au revoir président, c'est inévitablement un milieu hostile. Mais on est d'accord que ces 3 situations, donc en fait, sont la conséquence en fait uniquement de pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de réel, et en fait, c'est le cerveau qui déclenche. Et comment en fait le cerveau décide laquelle de ces 3 réactions il va déclencher? Alors là, c'est souvent issu de nos ancrages et de notre éducation. En fonction de comment on s'est piloté dans notre vie, eh bien, on a quelque part des circuits neuronaux privilégiés. Je m'explique. Un ancrage, c'est toutes les premières fois où la première fois que vous êtes tombé amoureux, eh bien, inévitablement, ça a laissé une trace. Et que vous le vouliez ou pas, que ça soit une superbe expérience ou pas, eh bien, la référence de la relation amoureuse reste la première fois. Pour désancrer quelque chose, soit il faudra passer par des techniques dites thérapeutiques, type EMDR. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Eyes Movement Desensitization Reprogrammation, qui ont été développées après la guerre du Vietnam par Shapiro pour désancrer. Soit proposer une nouvelle expérience qui va être 80% plus qualitatif aux yeux du sujet. En gros, tu dis à ton cerveau, cette expérience-là est meilleure et donc elle supplante en fait l'ancrage précédent. Ouais, mais énormément, enfin bien plus que juste un peu mieux, quoi. Il faut qu'il y ait un gros delta pour oui. que... D'accord, ok. C'est ce qui explique pourquoi des fois certaines personnes vivent des situations de vie redondantes. Des fois, on a des femmes qui arrivent au cabinet et de manière cliché, elles nous disent « Ah, je comprends pas, je tombe toujours sur le même connard, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Eh bien, en fait, c'est tout simplement parce que dans leur première fois, elles étaient tombées sur l'archétype du parfait connard. Et elles ont ancré de manière parfaitement non consciente ces caractéristiques-là. Et donc, par un biais cognitif bien connu qu'on appelle le biais de confirmation, eh bien, dès lors qu'elles vont rencontrer un homme, elles vont avoir des points de focus qui vont accréditer leur thèse. Tous les hommes sont des connards. Bruno est un homme. Bruno est un connard. Et à force de le verbaliser, eh bien, à un moment donné, ça va venir accréditer la thèse. Et donc, elle va le faire devenir connard à ses yeux. Des primo-expériences qui nous servent de référence, on en a plein. Vous voyez, si je demande à nos auditeurs de prendre une feuille et un crayon, et que je leur laisse 10 secondes pour dessiner une fleur, et vous pouvez vous amuser à faire l'expérience si vous voulez, vous qui nous écoutez, vous prenez un crayon ou vous dessinez dans votre tête, et allez-y dessiner une fleur, dans 10 secondes,
eh bien cette fleur, ça sera juste le schéma de la fleur. C'est-à-dire la petite marguerite ou la petite tige, mais ce n'est pas exactement la fleur, c'est le symbole de la fleur. C'est parce que dans la primo-expérience qui sert de référence, la première fois où on leur a demandé de dessiner une fleur, eh bien, à l'école maternelle, c'était cette fleur-là. Parce que dès lors qu'on diminue le temps de réaction pour prendre une décision, la décision va reposer sur un ancrage. Mais des ancrages, on en a tous des différents. Le premier patron, ça s'est passé comment ? Tiens, quand j'étais en intérim, j'ai bossé pendant que j'étais étudiant, et le premier patron, il était comme ça. Eh bien, vous avez beau avoir 30 ans de boutique, eh bien, il y a 9 chances et demie sur 10 que votre patron actuel soit devenu, à peu de choses près, la même chose que le premier patron que vous avez vu. Et ça, c'est des circuits neuronaux qui prennent le dessus sur votre capacité à analyser et à réfléchir parce que votre prise de décision se fait sur la base d'un ancrage. D'où l'intérêt, et c'est le premier point de cette intervention aujourd'hui, c'est le fameux « qui suis-je » ? Sur quel ancrage je me suis bâti ? Quelles sont mes valeurs ? Et tiens, est-ce que je suis mon métier, par exemple ? Est-ce que je suis directeur ? Tiens, je suis directeur administratif et financier de telle grosse boîte. Si je me définis comme tel, et que je me définis que par l'intermédiaire de ce spectre-là, le jour où je perds ma fonction, je perds mon identité. Ce qui explique pourquoi beaucoup de dirigeants qui vont arriver à l'âge de la retraite vont avoir une dépression. Ils serraient la main à 150 personnes, ils étaient reconnus et respectés, et du jour au lendemain, ils ne sont plus rien. Parce qu'ils ne se sont définis que par un seul spectre, qui est celui de leur voie professionnelle. Mais au-delà d'être un patron de boîte, ou un directeur financier, ou un directeur général, mais c'est peut-être aussi un père, un mari, un pote, un joueur de basket, mais peu importe. Le fameux « qui suis-je » doit être beaucoup plus large que la fonction. C'est-à-dire que dans une situation d'au revoir président, eh bien, il est important d'aller nourrir les autres couleurs du camembert. Oui, vous allez peut-être perdre votre fonction. Oui, ça fait peur. Et c'est normal d'avoir peur. Il serait totalement illogique d'avoir peur. Mais cette peur, vous devez l'organiser, vous devez en reprendre le contrôle pour l'orienter solution, là où naturellement le contexte qui est hostile va vous orienter problème par l'intermédiaire de la capacité de votre cerveau à être dans un fantasme. En mode « Ah mais si j'arrête de travailler, je vais plus gagner ma vie, ça va être compliqué, il va y avoir ci, mais j'ai des emprunts, puis j'ai les études des enfants, et puis j'ai ci. » Et là, ça y est, la machine des ruminations s'est mise en place, elle vous a entraîné dans un fantasme qui n'existe que dans votre tête, et une des premières clés, c'est d'en récupérer le contrôle, par un moyen simple, revenir ici et maintenant. Si vous êtes assis sur une chaise, les pieds sont posés sur le sol, les fesses sont posées sur la chaise, tu respires, et en fait là, maintenant, tout de suite, tout va bien. Tout va bien. Et c'est un entraînement. Alors là, j'ai plusieurs petites questions parce que, c'est vrai que les cadres dirigeants, en fait, sont des animaux qui ont été dressés et entraînés, en fait, à prévoir le futur. Donc, c'est en toute logique que chacun qui, justement, commence à se poser des questions sur son présent qui devient inconfortable, parce que ça commence comme ça, il y a un manque de sens, quelque chose qui dérange, donc on le sent physiquement. Et donc, on se pose des questions sur « ne devrais-je pas faire quelque chose d'autre ?» Et à ce moment-là, pour analyser cette situation future, le cerveau se met en marche. Donc, je comprends bien en fait les mécanismes. Je comprends bien que pour arrêter que la machine s'emballe et donc arrêter le cerveau, je reviens ici et maintenant. Et ça marche au moment où je sens mes pieds sur le sol, où je suis là, ici, maintenant, présent dans le fauteuil. Tout va bien. N'empêche que je vais immédiatement, le cerveau va immédiatement se remettre en marche et va continuer à faire le job qu'il a toujours fait. Donc, en fait, c'est comment tu sors de cette spirale-là, parce que c'est souvent, on parle d'une véritable spirale ou d'une lessiveuse, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de penser. Et d'ailleurs, une autre question que je peux mettre dans mon commentaire, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas un refuge aussi d'être dans son boulot, parce que là, je n'ai plus besoin de penser parce que justement, je suis tellement accaparé par mon boulot, mes budgets, mes machins, mes plans stratégiques, etc., que finalement, je m'empêche de réfléchir à quelque chose qui me fait peur et qui me fait mal. Et donc, je reste dans ce tourbillon où finalement, je suis mal, mais je suis peut-être mieux que si je commence à réfléchir. Alors là, je partage totalement cette vision. Effectivement, dans la situation de revoir président, c'est plus qu'une lessiveuse. C'est un tsunami total parce qu'il va y avoir une remise en question. Et là, il y a deux choses qui interviennent. La première étape est l'angoisse primaire de l'être humain, qu'on a tendance à tous repousser. C'est le fait que je n'ai plus l'auteur, je n'ai plus la source, mais que la vie est une maladie sexuellement transmissible et qui se finira inévitablement par la mort. Inévitablement. Oui. Et donc, pensez à cette angoisse-là de la mort, que ce soit une mort symbolique, une mort physique, une mort professionnelle, ou
mort tout court, hein, eh bien on est les spécialistes de repousser cette idée. On vivait comme si on était immortel en fait. Sauf qu'à un moment donné, ce qu'on appelle la crise du milieu de vie, on se dit « Ah mince, mais j'en ai peut-être autant derrière que devant, où j'ai perdu un pote, où il s'est passé ça, et moi aussi je vais mourir. » Et c'est dans cette remise en question qu'on se dit « Ok, mais quel sens je vais donner au temps qui me reste ?» Et là, on se fait traverser par ce qu'on appelle l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est un biais cognitif qui consiste à valoriser ce que l'on a par rapport à ce que l'on pourrait obtenir. Oui, mais j'ai quand même un boulot. Oui, mais au quotidien, effectivement, mes journées sont remplies. Je n'ai pas encore fait l'expérience du vide ou l'expérience du rien qui potentiellement pourrait créer l'angoisse. Parce qu'on cherche tous à être heureux. Aller vers l'angoisse, ça n'a aucun intérêt. Pour autant, et ça c'est Jung qui nous le dit, hein, il faut aller dans l'ombre pour faire jaillir la lumière. Mais qui est véritablement prêt à aller dans l'ombre? Parce que tout le monde ment. Et la première personne à qui on ment, en règle générale, c'est soi-même. Une des clés fondamentales va être la routine. La routine, elle a ses mauvais aspects. On vient de le dire, hein. Le hamster qui court dans la roue, je me lève à la même heure. Parce que oui, les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait le grand saut, eh bien, ils vont se reconnaître là dans 95% de ce que vous faisiez hier, vous le ferez demain. Vous êtes levé à la même heure, vous avez pris le même petit-déj, vous avez pris la même bagnole, vous êtes rendu au même boulot. Au bout d'un moment donné, vous réglez les mêmes problèmes, vous rentrez chez vous. Pour certains des auditeurs qui nous écoutent, vous mangez même à la même place. Et plus vous êtes chronique, plus ça devient votre place à vous. Essayez d'aller faire changer papy, mamie de place à table. Vous allez voir, c'est vite Hiroshima, Nagasaki, quoi. C'est comme s'il y avait son nom marqué dessus, quoi. Et puis, le soir, vous vous couchez à côté de la même personne. Et si c'est pas le cas, ça nous regarde absolument pas. Libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, vous limitez votre potentiel neuronal à 1200 connexions neuronales jour. Là où une nouvelle pensée, une nouvelle idée, une nouvelle expérience vous fera passer de 1200 connexions neuronales à environ 2600 connexions neuronales. D'où l'intérêt de maîtriser ces routines. Et ça intervient énormément chez les sportifs de très haut niveau et chez les dirigeants. La première étape, quand vous êtes dans le rouleau compresseur de la vie du quotidien, c'est d'appuyer sur la pédale de frein. C'est prendre le temps de ne rien faire. De ne rien faire pour mieux faire après. Et ça, en général, quand on est dans la dynamique de « au revoir président », c'est ça ce qui se passe. On a appuyé sur la pédale de frein. On a commencé à faire un 360 et à se dire « mais est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment moi ?» Et on va se poser du coup la deuxième question. La première, c'était « qui suis-je ?» Mais la deuxième, c'est « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et là, ça crée un processus anxieux. Et il faut être OK avec ce processus anxieux. Il faut l'observer. Tiens, c'est quoi un processus anxieux chez moi? Ça me fait mal au ventre, ça me donne mal à la tête, ça me crée des insomnies, ça me bouleverse, ça m'angoisse. Je suis obligé de prendre peut-être des médicaments pour passer à ça, mais peut-être pas forcément. C'est peut-être juste OK de pas aller bien maintenant. Donc quand on est dans la tornade, la première étape, c'est de s'asseoir. Vous êtes comme une bouteille d'eau remplie de sable qui est secouée en permanence. Comment voulez-vous voir clair? Le premier moyen, c'est pas de tenir la bouteille à bout de bras et de forcer avec son système nerveux volontaire, mais bien de poser la bouteille d'eau sur la table et d'attendre. Alors là, j'ai une question parce que c'est très intéressant ce que tu dis et c'est un point commun que je retrouve avec tous les invités que j'interviewe, cette pause pour pouvoir y voir clair et laisser décanter. C'est exactement l'image que tu as pris. Ça prend combien de temps? Est-ce que tu as statistiquement une idée? Est-ce qu'on parle d'une semaine? Est-ce qu'on parle d'un mois, 2 mois, 3 mois? Ou un an? Alors, la première étape, c'est de ne pas avoir d'idées préconçues. Ok. C'est extrêmement important de se donner l'opportunité de tomber guéri. Et pas tomber guéri, pour ceux qui nous écoutent, c'est comme tomber malade, mais dans l'autre sens. La quête de sens, elle vous est tombée dessus, vous avez rien demandé à personne, et à un moment donné, ça arrive d'un coup. Eh bien, il faut déjà se donner l'opportunité de régler le problème aussi d'un coup, de la même manière. Parce que le plus grand risque, c'est la croyance. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on tombe malade, mais généralement, on est programmé pour penser et croire qu'en fait, la guérison va être un long processus. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas la même chose du côté guérison. Tout va commencer par une nouvelle pensée. Vous allez vite comprendre. Moi, j'ai des patients qui viennent dans nos cabinets. Et des fois, on a des patients chroniques. Madame Michu qui a mal au dos depuis 20 ans. Bonjour Madame Michu, vous allez bien? Ah ouais, j'ai mal depuis 20 ans. Hein. Ah ben, et imaginez Madame Michu. Imaginez Madame Michu que d'un coup de baguette magique comme ça, miracle, hop, tous vos problèmes sont résolus. Vous vous sentiriez comment? Et quand on est bien chronique, bien dans ses habitudes, on dit j'aurais plus mal au dos,
Oui, mais ça, c'est comme si j'étais peintre en bâtiment et que vous étiez le client et qu'on me dit, Romain, de quelle couleur on peint le mur? Puis moi, je vous dis pas orange. Ah, ça me dit pas de quelle couleur on peint. Eh bien là, c'est exactement pareil. Madame Michu ne peut pas tomber guérie, tout simplement parce qu'elle ne l'a pas imaginé. Et tout va commencer par une nouvelle pensée. Ça veut dire que dans le cadre de Au revoir président, si vous n'avez pas orienté votre pensée solution, elle n'arrivera jamais. Nous, on a des techniques pour accélérer en fait ce système-là, mais sans avoir la technique, c'est de se dire, ok, et si demain il y avait un miracle, hop, tous mes problèmes sont résolus. Elle ressemble à quoi ma vie? Je suis qui? Je fais quoi? Je prends le temps pour faire quel type d'action? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui va faire en sorte que à chaque fois que je réalise cette action, eh bien, ça va me décharger de l'endorphine ou de la dopamine. Ces hormones qui sont l'équivalent d'un rail de coke pour le cerveau. Et c'est là qu'on va commencer à challenger le sujet entre ce qu'il faisait et ce qu'il va être amené à faire. Et pour créer en fait ce processus d'action, qui, comme l'a très bien dit Eric dans un podcast précédent, Eric Blondeau, dans un podcast précédent, effectivement, quand vous mettez en action, vous allez limiter votre processus anxieux. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais maintenant, il va bien falloir l'orienter tout ça. Eh bien là, le sujet doit être responsable du cadre. C'est-à-dire des habitudes. Tel jour, à telle heure, je décide volontairement de mettre dans mon agenda ce type d'action. Et c'est parce que dans mon cadre, de manière régulière, je me suis orienté solution de manière stratégique que je vais potentiellement augmenter la probabilité que les câbles neuronaux se touchent et qu'on ait ce qu'on appelle un insight, un éclair de génie, et qu'on va pouvoir sortir de la nébuleuse, sortir de la moissonneuse-batteuse dans laquelle la situation et la quête de sens nous a mis. Mais il faut déjà se dire que c'est possible. Je peux tomber guéri du jour au lendemain. Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut être instantané. Mais quoi qu'il en soit, si je n'ai pas imaginé pouvoir tomber guéri, alors ça n'arrivera jamais. Ok, très clair. Et dans tout ce processus, finalement, qu'est-ce qui est le moins facile? Est-ce que c'est justement arriver à s'arrêter, c'est-à-dire que quelque part on est dans le tourbillon et prendre la décision de s'arrêter, ou est-ce que c'est arriver à visualiser ce que l'on souhaite pour justement permettre à notre cerveau de tomber guéri en fait? Je dirais que ça va dépendre de la personne qui est en face de nous. D'accord. En fait, il y a des gens qui ont perdu leur capacité à rêver. Tout simplement parce que l'école nous structure à tous penser de la même manière. Nous, on a fait une étude sur la créativité. On a demandé à des enfants de l'école maternelle de nous dessiner des petits bonhommes. Hop. Et les enfants de l'école maternelle ont commencé à faire des bonhommes. Il y a autant de bonhommes que ce qu'il y a d'enfants. Nous, on a une grille pour scorer la créativité. Et créativité des enfants de maternelle, quelle que soit l'école maternelle, 99,9%. S'il y a des parents qui nous écoutent, il suffit de regarder les bonhommes au-dessus du porte-manteau des enfants. Ils sont tous différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Puis on a fait la même chose à HEC Paris. On a dit, les gars, allez, faites-nous des bonhommes. Vous savez combien il y a de types de bonhommes? Il y en a 4. On est passé de 99,9% de créativité à 25%. C'est la raison pour laquelle rêver grand s'avère complexe. Parce qu'on rêve, mais seulement dans le cadre qu'on nous autorise. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, certains étaient peut-être déjà là lors de la finale de Coupe du Monde 98. Ce jour-là, Google n'existe pas. Ce jour-là, et quand on voit l'impact de Google au quotidien, on se dit, c'est incroyable. Donc, si d'aventure, votre projet personnel en disant bye bye président, c'est de créer une méga grosse boîte à la hauteur de Google, eh bien, ça ne pourra arriver que si vous l'avez imaginé. Mais la plupart du temps, on va avoir du mal à imaginer aussi grand, surtout chez les Français. Chez les Américains ont beaucoup plus de facilité, mais chez nous, c'est mal parce que dans le fameux « qui suis-je », eh bien, on a une éducation et des valeurs qui nous empêchent de rêver grand. Donc, il va y avoir « qui suis-je », il va y avoir « qu'est-ce que je veux vraiment ?» et finalement, ce qui est le plus compliqué, c'est la question suivante. C'est « ok, quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire pour obtenir ça ?» Alors là, c'est intéressant parce que justement, quand tu parles sacrifice, forcément, ça veut dire ce sont des sacrifices futurs pour pouvoir atteindre mon projet. Et donc, mon cerveau se remet en marche. Et donc, on risque de retourner à la case départ qui est mes pensées, qui est mon cerveau qui se fait des films et qui, du coup, se fait peur. Et du coup, finalement, je reste parce que je ne suis pas prêt à faire ces sacrifices. Donc, en règle générale, la base, c'est le manque de confiance. Quand je dis de la confiance, on n'est pas sur du développement personnel. La confiance, c'est un taux de testostérone élevé et un taux de cortisol dans les chaussettes.
Sauf que la plupart des Donc, gens... juste, tu peux rappeler un petit peu la fonction des deux. Alors, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Oui. Plus vous êtes stressé, plus votre niveau de cortisol est élevé. Ok. Et la testostérone, donc on voit ça chez l'homme et chez la femme, mais c'est globalement, je fais un raccourci terrible, alors, désolé pour les scientifiques purs qui nous écoutent, mais je dirais que c'est l'hormone de la confiance. Ok. On va faire simple. Ok. Et un taux de testostérone élevé, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, ce qui compte, c'est pas le niveau du taux, mais bien la variation. C'est le delta, ouais. Ouais, c'est donc le en delta. gros, ce que tu dis, c'est testostérone élevé, donc j'ai confiance, et C'est ça. cortisol, donc j'ai sans J'ai la stress. capacité, je me Sans suis stress. entraîné à Oui. diminuer l'impact environnemental du stress dans mon corps. Parce que nous sommes le fruit de nos hormones. Le problème, c'est que la majorité de nos auditeurs qui sont là, eh bien, ils ont construit leur confiance de manière conditionnelle et conditionnée. Et ils ont associé la confiance à la réussite. C'est parce que j'ai réussi une action, que j'ai gagné en confiance, que donc j'ai modulé mes taux hormonaux, Oui. et donc je vais donc oser faire des choses que j'ai jamais fait avant. Et si je réussis, ben, je vais gagner en confiance et ainsi de suite. Mais ce qui sous-entend que dès lors que je vais vivre l'échec, eh bien potentiellement, je vais perdre en confiance, je vais diminuer mes variables de testostérone et de cortisol. Mmh. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça, la confiance. La confiance, ça se construit et ça se travaille. Et on a des techniques d'imagerie mentale, par exemple sur les sportifs de très haut niveau, qu'on utilise pour que, malgré la défaite, ils puissent rester en pleine confiance, qu'ils puissent maîtriser leurs taux hormonaux, quel que soit le challenging de l'environnement. Et lorsqu'on accompagne quelqu'un, une des premières clés, c'est de pouvoir faire en sorte que la confiance, qui repose sur la logique, l'empathie et l'authenticité, puisse se déployer dans son corps en commençant par avoir la capacité de se raconter les bonnes histoires. Parce que Homo sapiens sapiens, c'est pour ceux qui n'ont pas lu ce magnifique livre qui est Sapiens, une brève histoire de l'humanité, il le dit très bien, c'est la compétence de se raconter les bonnes histoires. De se raconter des histoires tellement fortes et tellement puissantes pour que le sujet puisse devenir son propre effet placebo. Et ainsi produire un type d'hormone spécifique pour être confortable dans un environnement hostile. Ok, donc en fait, j'utilise mon cerveau pour pouvoir me mettre dans une configuration qui me donne la confiance, et donc la conséquence sera l'émission de ces hormones qui auront un effet vertueux, c'est ça? Qui auront un effet sur la prise de décision, dans le sens où ça va dériver un petit peu le signal électrique dans la bonne zone du cerveau pour éviter l'action-réaction, et bien entraîner l'action, qui est l'environnement aussi, la quête de sens, l'observation, la capacité du cerveau à se mettre en mode observateur, donc ce qu'on appelle la prise de distance, mais c'est très chimique, hein, c'est très électrique, et donc réponse, j'y vais pas. Ouais. Alors il y a bien sûr des méthodes type rationnelle, cartésienne, que les dirigeants connaissent très bien. Je suis persuadé que la majorité des gens, de manière implicite ou factuelle, le font. Ils font un SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, j'y vais pas. Oui, mais ça, on met tellement de côté le facteur émotionnel que ça devient dramatique. On réfléchit avec sa tête, or, on est tous liés à nos émotions. Il est illusoire de vouloir décider sans prendre en compte le facteur émotionnel. Et une émotion, c'est quoi? Et là, pour nos auditeurs, je vais donner une équation. C'est émotion égale sensation plus contexte. Émotion égale sensation plus contexte. Pour maîtriser le facteur émotionnel, je n'ai donc que deux possibilités. Soit m'entraîner à m'extraire du contexte, c'est le fameux j'appuie sur le frein de la Ferrari mentale, je m'assois et j'observe tout ce qui est moi de tout ce qui n'est pas moi. Des techniques qui peuvent s'assimiler par exemple à de la méditation. Les gens qui sont très contemplatifs vont adorer s'entraîner par l'intermédiaire de la méditation. Et puis il y a tous les autres, un peu comme moi. Moi, la méditation, c'est pas forcément trop mon truc, parce que je suis tout le temps dans l'action. Et comme tu l'as très bien dit, on est entraîné à ça au fur et à mesure des années qui passent. Eh bien, c'est moduler l'activité, notre capacité finalement à nous raconter des histoires, en créant nous-mêmes des propres histoires qui sont en fait des possibilités, des visualisations de ce que l'on veut vraiment. Et là où notre cerveau a une tendance naturelle à nous orienter problème, ben ça va nous orienter solution, et ça va ne dépendre que de deux facteurs, imagination plus concentration. Je m'assois, je ferme les yeux, et j'imagine la situation que je voudrais voir arriver. Plus je vais l'imaginer, plus je vais nourrir mes circuits neuronaux. Et ce qu'il faut savoir, entre une action qui est imaginée et une action qu'on réalise vraiment, 75% des circuits neuronaux sont les mêmes. C'est incroyable. Ça veut dire que le simple fait de l'imaginer, c'est déjà 75% de mon circuit neuronal qui est fait. Je débroussaille le chemin pour augmenter la probabilité que ça arrive. Et là, ça devient une stratégie qui est payante.
Ça me fait penser à un bouquin qui s'appelle Le pouvoir de l'intention. Je sais pas si tu as entendu parler, c'est exactement ça en fait. Mais il faut avoir la capacité d'appuyer sur la première étape, c'est d'appuyer sur le frein. On appuie sur le frein, ok, on est dans un processus anxieux, ok, c'est normal. Déjà, faut le savoir, c'est normal de ressentir l'anxiété. Et après, c'est de se dire, ok, moi je fonctionne comme ça. Mon éducation, c'est ça, mes valeurs, c'est ça. Je peux avoir des négociations avec moi-même, mais il y a des points de rupture. Il y a des choses qui sont non négociables. C'est important, je pense, de connaître son non. Où est-ce que je vais, mais surtout, où est-ce que je vais pas. Une fois qu'on a le qui suis-je, on a OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Vers quoi je vais m'orienter? Qu'est-ce que je vais imaginer pour moi demain? Et la dernière étape, c'est OK, pour faire ça, ça va me demander du temps et de l'attention. Quels sont actuellement dans ma vie ce qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'attention, mais qui n'est pas rentable pour moi, qui ne déclenche pas ni la dopamine ni l'endorphine? Ah bah tiens, peut-être qu'aller au bureau tous les jours, c'est plus rentable pour moi. Ça me donne finalement de l'argent, mais cet argent-là ne me fait plus rêver. Et donc à ce moment-là, je m'y retrouve plus, je n'ai plus de sens à ça. Ok, est-ce que je suis prêt à sacrifier ça? Alors là, il y a la peur qui vient, il y a la machine de rumination. Ok, mais je reviens ici et maintenant. Est-ce que ma santé est un élément négociable vis-à-vis d'un salaire? Oui, non. Et là, on va commencer à se poser les bonnes questions. Parce que choisir, c'est renoncer. Et pour vivre son rêve et pour accompagner des sportifs de très haut niveau, ils ont tous la même routine. Ils sont prêts à tout sacrifier pour vivre leur rêve. Et même dans le business, c'est la même chose. Prenez un mec comme Elon Musk. Elon Musk, il est fou et il est génial à la fois. Il est capable de tout sacrifier pour son rêve. Il a récupéré énormément d'argent. Elon Musk, pour moi, c'est pas PayPal, c'est pas Tesla, c'est SpaceX. Il est capable de lancer son dernier lancement. S'il le foire, c'est fini pour lui. On aurait écrit Elon Musk, le pire manager de toute la planète. Alors, si certains des auditeurs le pensent, je suis OK aussi peut-être avec ça, mais il a quelque chose pour lui qu'il est capable de tout sacrifier pour son rêve. Et il le fait grâce à une compétence, qu'est-ce qu'on appelle un âge clandestin. Elon Musk, à l'intérieur de lui, il a un adolescent qui vit en lui. Un adolescent fan de science-fiction, qui veut connecter l'homme à la machine, qui veut voyager dans le temps et potentiellement qui veut du voyage interstellaire. Et c'est parce qu'il a gardé son âme d'enfant que ses circuits neuronaux ne sont pas celui d'un adulte. Avantage, c'est qu'il a une grande compétence à rêver grand. Inconvénient, c'est que c'est un petit garçon capricieux qui veut tout de suite. Et on le voit dans son dernier mail aux équipes de Twitter. Mais il a gardé sa capacité à rêver grand. Et ça, quand on est dans la moissonneuse-batteuse, eh bien, et d'ailleurs même quand on est dirigeant en poste, moi le dirigeant, c'est lui qui est le garant de la vision. Oui. Et le bateau, et actuellement, je pense que ça va parler peut-être à des dirigeants qui nous écoutent, on vit dans un milieu hostile. Crise énergétique, complexité, crise dans le recrutement, quête de sens. Ok, c'est un environnement hostile, mais s'il n'y a pas un capitaine dans le bateau qui dit « le phare, il est là-bas, et quoi qu'il arrive, on va là-bas », et par son leadership, avoir la capacité de découper son rêve en plein de petits rêves pour faire rêver ses collaborateurs et leur permettre à eux aussi, dans un milieu hostile, de décharger dopamine et endorphine, eh bien, c'est comme ça qu'on va entraîner tout le monde avec soi. Alors ça résonne vraiment ce que tu dis. Et par rapport à Elon Musk, là, je pense qu'en fait, c'est l'association du rêve, donc c'est l'envie de faire, et c'est les moyens. C'est-à-dire qu'il a les moyens de transformer son rêve en réalité. Et il y a une personne, je ne me rappelle plus qui c'était, mais parmi les invités avec des discussions qu'on a eues, qui disait, mais en fait, tu te rends compte que toutes les personnes qui sont justement à faire leur revoir président, généralement, c'est des gens qui ont 40, 45, 50, 55. Donc, c'est des gens qui sont vraiment dotés de compétences, de skills qu'ils ont acquis pendant leur carrière. Et en fait, ils ne se rendent même pas compte de tous les atouts qu'ils ont. Et mais il y a cette crise de sens. Et donc, finalement, ils s'éteignent un petit peu. C'est comme s'il manque de l'oxygène et puis finalement, le feu s'éteint. Et le fait de sortir et de remettre toute cette compétence, cette énergie au profit d'un nouveau rêve, en fait, le feu repart de plus belle. Parce que, et en fait, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, il faut prendre conscience que quand on est dans ces situations-là, en fait, on est doté d'énormément de choses qui ne demandent qu'à repartir sur un nouveau projet, sur un nouveau rêve. Et donc, c'est vraiment l'association du rêve et les moyens de réaliser ce rêve. On est parfaitement d'accord et on en revient à la confiance. Si j'ai un certain niveau de testostérone et que j'ai une compétence à abaisser mon taux de cortisol, à un moment donné, je vais voir clair sur moi-même par l'intermédiaire de l'introspection en me disant, mais en fait, je vaux quelque chose. Je ne suis pas ma fonction. Je suis une accumulation de connaissances. En fait, je suis une accumulation de mémoire. Et d'ailleurs, même au niveau de l'ADN, vous êtes une accumulation de mémoire. Vous êtes la mémoire physiologique de vos anciens,
qui a transmis des gènes, et vous, depuis que vous êtes né, vous avez accumulé des compétences, et donc vous avez accumulé, additionné de la mémoire pour arriver à aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on parle par exemple de l'argent, c'est quelque chose de très complexe lorsqu'on fait au revoir président, parce que oui, il y a une peur de manquer d'argent, il y a une crise de moyens quelque part, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir de l'argent pour faire de l'argent. Je pense que Nicolas Sarkozy a repris ses propos. L'argent, c'est une conséquence d'un kiff. C'est très simple. Si vous vous positionnez exactement là où vous devez être, parce que vous avez confiance en l'accumulation de votre connaissance et de votre compétence, alors, à cet endroit-là, vous allez travailler beaucoup plus, parce que ce ne sera plus travailler, ça sera vivre votre kiff. Autrement dit, au quotidien, sur le chemin, vous allez décharger les hormones qu'il faut pour vous permettre d'en faire 3, 4 fois ou 10 fois plus que quelqu'un qui sera au même endroit, mais pour qui ça sera un travail. Vous, ce ne sera pas un travail, ça ne sera pas une charge. Ça sera juste le fait de kiffer profondément. Moi, mes sportifs de très haut niveau, ils kiffent l'entraînement. Ils prennent du plaisir à l'entraînement comme jamais. Les applaudissements seront la conséquence de l'entraînement. Le jour de la compétition, c'est la récompense. Mais c'est sur le chemin qu'ils ont kiffé. C'est sur le chemin qu'ils ont déchargé. C'est la raison pour laquelle vous devez, dans votre projet, vous situer à un endroit où ce n'est plus travailler. Moi, je travaille jamais ou je travaille toujours. Moi, je lis des livres sur les neurosciences appliquées tous les jours, même en vacances, parce que c'est ce que j'aime faire. Et tous les jours, je me lève. J'aime le chemin pour y arriver. L'argent, c'est l'essence qu'on met dans une voiture. Sans argent, on va nulle part. Mais le but de la voiture n'est pas de finir à la station essence. Sinon, ça n'a pas de sens. Le but de la voiture, c'est de vivre des aventures, c'est faire des voyages, c'est prendre des gens sur le chemin pendant un petit instant, les redéposer, avoir continué d'avoir compilé et condensé de la connaissance et de la compétence pour nectariser une expérience de vie. Et c'est parce que vous allez kiffer plus que les autres, que vous allez travailler plus que les autres, et donc que votre résultat sera au-dessus de la norme, et de par cette valeur ajoutée que vous allez proposer, on va être prêt à vous payer beaucoup plus. Et dans ce cas-là, vous n'aurez plus de problème. Complètement d'accord. Tellement vrai. Alors, peut-être une deux dernières questions. Tu as donc le schéma est très clair. En revanche, on voit que parfois, en fait, on peut se dépasser, on peut reprendre confiance, on peut réaliser ses rêves, etc. Seul. C'est-à-dire que toi, par exemple, pour battre ton record du monde, je pense que tu t'es fixé l'objectif, tu as travaillé, etc. Ou alors, comme dans le cas de mon frère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient trop difficile de faire les choses seul, on est perdu, on descend, etc. Donc, on a besoin d'un coup de main. Donc, moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est, en gros, dans le cas où toi, tu bosses sur toi-même, comment tu fais pour arriver à un tel record du monde et puis surtout de l'exploser. Et dans le cas de mon frère ou bien des profils identiques à mon frère, pratiquement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment tu les aides à inverser la tendance et à pouvoir faire en sorte, en fait, qu'ils reprennent confiance, Les deux à la fois. Voilà. Conscience. Et t'as raison. Un bon lapsus. Et donc, en fait, pratiquement comment ça se passe? Si des gens vraiment sentent qu'ils peuvent le faire tout seuls, quelque part, ils auront cette idée un peu de comment tu le fais tout seul. Par contre, s'ils sentent qu'ils ont besoin d'un coup de main, qu'ils sachent comment ça se passe pratiquement, s'ils recherchent, en fait, ce coup de main. Alors, pour y arriver tout seul, déjà, c'est possible. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour y arriver. C'est important de le dire aux gens qui écoutent, parce que trop souvent, surtout en ce moment, c'est la mode. Le coaching, le machin, le truc. Pour moi, le coaching et tous les outils qu'on utilise, c'est des outils sur un métier préexistant. Voilà. Vous avez un dirigeant senior qui a accumulé de la connaissance et de la compétence. Il va pouvoir vous mentorer, vous faire du coaching parce qu'il a un réel métier, un réel bagage derrière lui. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit, voilà, j'étais, je sais pas moi, cadre en logistique et du jour au lendemain, je fais un burn-out et maintenant je fais du coaching, il fait peut-être son autothérapie à travers vous en utilisant ses neurones miroirs. Donc faites bien attention à ça. Si d'aventure vous devez vous faire aider, c'est le premier point. Mais y arriver tout seul, c'est possible. Je pense, et je reviens sur mes propos, c'est de créer des bonnes routines. De créer des bonnes routines. Moi, par exemple, pour battre le record du monde d'immersion dans la glace, la règle, c'était tous les matins à 6h du mat, je suis dans mon congélateur d'eau froide. Et je vais m'entraîner. Je n'aime pas aller dans un congélateur d'eau froide. Il fait froid, c'est difficile, ça fait mal. Ensuite, il faut récupérer, puis il faut enchaîner sur une journée de boulot, de dirigeant d'une boîte de 50 personnes. Donc, il faut que ça puisse être tenable, mais sur le long terme. Le risque, c'est que les gens jouent pour gagner. Alors qu'en fait, il faut jouer pour rester dans la partie. Le risque, c'est d'être un joueur du fini et se dire, voilà, je vais jouer dans les règles pour gagner. Je veux perdre 5 kilos en 3 mois.
je veux gagner tant d'euros dans tant de temps. Alors qu'en fait, c'est pas ça la stratégie mentale. C'est de se dire, ok, quelles sont mes habitudes que je vais pouvoir transformer et changer ces habitudes de vie à vie. Le mec qui veut perdre du poids, c'est pas je vais aller courir 3 fois par semaine pendant plus de 40 minutes. Si le mec il a pas fait de sport depuis 20 ans, c'est pas ça. Ça va être de se dire lundi, mercredi, vendredi, le temps et mon attention donnée, donc je dis une bêtise, à 8h du mat, parce que je sais qu'à cette heure-là, on va pas venir m'embêter, et mon processus de transformation devient ma priorité. Mais je vais commencer par marcher 500 mètres. Puis mercredi, 501 mètres. Puis vendredi, 502. Par contre, je vais continuer de le faire. Lundi, mercredi, vendredi, lundi, mercredi, vendredi, lundi, mercredi, vendredi. Et c'est parce qu'il y aura régularité dans le processus de changement qu'il y aura résultat. Trop souvent, les gens, dans quels sont les sacrifices à faire pour obtenir ce que je veux vraiment, ils vont privilégier l'intensité sur la longévité. Non, l'intensité, ça n'a aucun sens. Et c'est souvent le risque. Au revoir, président, bonjour, allez, boum, 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 je me mets à fond tout de suite dans un nouveau projet pour combler le vide. Non, mon grand. Tu es en train de changer ta vie jusqu'à la fin de tes jours. C'est juste un chemin. Tu as juste, entre guillemets, pris la voie de traverse. Si c'est pour y revenir dans 5 ans, ça n'a aucun sens. Tu es en train de changer ta vie à vie. Et ça, être un joueur de l'infini, je vous encourage, il y a une super conférence de Simon Sinek sur Finite and Infinite Game, que je vous encourage à aller voir, et il vous expliquera tout ça. Et ça va passer donc par des nouvelles routines. Soit elles sont bien claires et bien nettes pour vous, soit si vous ne les avez pas, parce que vous avez du mal à vous auto-analyser, parce que c'est un vrai métier, eh bien vous prenez contact avec quelqu'un, parce que transformer sa vie, c'est comme monter l'Everest. Soit vous êtes déjà bien équipé, une bonne connaissance de soi, le fameux « qui suis-je », finalement, qu'est-ce que je veux vraiment et quels sont les sacrifices à faire, c'est clair pour vous. Soit si c'est pas clair, vous êtes en fait devant l'Everest en maillot de bain. Et à ce moment-là, il faut aller chercher de l'équipement. Et il y a des boutiques spécialisées pour vous filer de l'équipement. J'en fais partie et il y a plein d'autres personnes qui le font avec leur angle, avec leurs compétences. Et ça va vous permettre de gagner du temps. Alors comment ça se passe ? En règle générale, il y a des compétences clés, c'est que ça doit être court. Ça doit être court, c'est pas une prise en charge sur 3 ans, hein, on est bien d'accord, parce qu'on se laisse l'opportunité de tomber guéri. Et c'est limité dans le temps. Pour moi, c'est un véritable transfert de la compétence. Et c'est, entre guillemets, le prix à payer pour que ça marche. Ça veut dire que plus on se met une deadline rapide et efficace, plus on a de chances que ça arrive. Si on dit, oh là là, vous êtes en dépression, ça va être long, vous en avez au minimum pour 1 an. Non. Parce que dans ce cas-là, par biais de confirmation, vous êtes condamné à respecter ce qu'on vient de vous dire. Non. Allez voir des gens qui vous donnent l'opportunité de tomber guéri et qui vont très vite avoir la capacité de rentrer avec vous dans une relation qualitative. Pour vous comprendre avant de vouloir vous convaincre. Parce qu'une bonne stratégie d'accompagnement, ce n'est pas convaincre les gens de ce dont ils sont capables. La plupart du temps, au plus profond d'eux-mêmes, et ton frère c'était ça, il savait exactement ce qu'il avait à faire. Mais il était coincé entre sa tête et ses tripes. Globalement, il y avait un câble qu'il fallait rebrancher. Et c'est pour ça que je dis toujours, moi je fais pas grand-chose. Je rebranche juste ce câble-là. L'énergie, la plupart du temps, elle est déjà là, mais elle est mise dans de mauvaises stratégies. Avec un mauvais processus mental, en règle générale avec un déficit de confiance, annoncé ou masqué. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des gros postes, mais qui ont des syndromes de l'imposteur terribles. Et je pense à un dirigeant du CAC 40 que je nommerai pas ici, qui est arrivé ici, mais au plus profond de lui-même, qui avait le petit gros bigleux du collège que tout le monde insultait. Et qui biaisait sa prise de décision, et qui faisait qu'il ressentait certaines émotions plus fort que d'autres, et qui masquait totalement sa capacité et sa compétence à se placer dans son authenticité, et à se placer exactement à ce pourquoi il était fait. Et l'énergie que ça coûte pour justement avoir ce masque, ça te bouffe. Hein. Mais ça te bouffe totalement. Ça se bouffe totalement parce que au plus le temps passe, au plus tu t'éloignes de ton authenticité, et finalement, tu deviens ce qu'on a envie que tu deviennes, ta fonction, un représentant d'eux, un mari. Des fois, ça va même aussi dans la sphère perso. Tiens, un bon mari, c'est quoi ? Un bon père, c'est quoi ? Et tu deviens l'image de toi-même. Et très souvent, un accompagnement, c'est un retour à l'authenticité. Okay. Et c'est pour ça qu'on récupère de l'énergie. Et la plupart des gens, une fois que ça a fonctionné, ils me disent... Je sais pas ce qui a changé, parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais par contre, pour tous les gens qui m'entourent, ils me disent que c'est une révolution. Et oui, ils sont devenus eux-mêmes. Ouais. Ils sont devenus eux-mêmes. Donc pour eux, il n'y a rien qui a changé. Par contre, ils se sentent bien mieux dans leur basket, plus authentiques, plus efficaces, plus efficients, et ils ont un résultat qu'ils n'avaient pas avant. Et ils disent, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, j'ai pas fait grand-chose, mais ça a tout changé. Oui.
Et ça, c'est pour moi la clé. Et ils voient dans le regard des autres que ça a changé chez eux, en fait. C'est exactement ça. L'autre va servir de miroir. L'autre est quelque part la blockchain humaine qui fait par ricochet que notre réalité existe. Notre réalité existe grâce aux autres. Moi, je me suis posé la question du record du monde et du pourquoi. Ah ouais, quand tu te retrouves dans un congélateur tous les matins à 6h du mat, parce que quand on dit « Ouais, Romain, il a battu le record du monde, 2h35 dans les glaçons, ouais, bravo, bravo !» Non, mais la deuxième chose que les gens ne disent pas, parce que ils ont peur de choquer, c'est ouais, pourquoi le mec il a fait ça, quoi. Ah, ça c'est vrai que quand j'ai parlé de toi, tu vois, c'est mais la première question. À quoi ça sert de faire tout ça, quoi. Mais en fait, c'est là que la notion de dépassement de soi intervient. Et je pense que pour les gens qui sont dans la dynamique d'un au revoir président, c'est quand même un sacré dépassement de soi. Parce que quand on se dépasse toujours par rapport à un écosystème. Moi, j'ai fait l'Ironman d'Ambra en 2016. Mais j'ai fait l'Ironman d'Ambra en 2016, donc c'est plus de 3 bornes de natation, 188 km de vélo avec un col hors catégorie, on finit par un marathon. Bon, pour ceux qui vont me googliser, j'ai plus de chances d'être champion de France d'haltérophilie vu mon poids et ma taille que de finir ce type d'épreuve-là. Mais pour autant, je l'ai fait grâce à ma tête. Et quand je le finis en 16h52, là où la barrière horaire est 17h, par rapport à mon écosystème, donc par rapport à mes potes, c'est du sacré dépassement de soi. Ils me disent « Ouais, Romain, bravo, félicitations, machin. » Mais pour les gens qui font du marathon ou du triathlon tout le temps, 16h52, c'est juste se faire mal pour pas grand-chose. Et donc, le dépassement de soi, il est toujours relatif à l'écosystème. On le voit d'ailleurs dans les boîtes. Dans les boîtes, il y a des chevaux de course et des poneys. Et les plupart des responsables, eh bien, il y a les chevaux de course qui arrivent dans le bureau du dirigeant qui gueulent. Et en règle générale, les chevaux de course, ils gueulent sur les poneys. Ouais, putain, t'as vu le poney? Il avait ci, il avait ça. Mais moi, je leur dis souvent, mais arrête de crier sur les poneys. C'est parce que t'es un cheval de course uniquement par comparatif de cet écosystème, et c'est parce qu'ils sont des poneys que toi, tu te sens cheval de course, et que tu décharges de la dopamine par ton mécanisme de comparaison. Et donc, le dépassement de soi, s'il est relatif à votre écosystème, à vos potes ou à votre environnement professionnel, c'est parce que ils vont vous applaudir. C'est parce qu'à un moment ou un autre, ils vont venir nourrir votre ego. Et c'est là où les spirituels disent il faut faire taire l'ego, il faut s'en éloigner. C'est facile, je pense, quand on est dans un monastère tibétain à 4000 mètres d'altitude. C'est beaucoup moins simple quand on a 3 gosses à gérer, une boîte à faire tourner ou 150 collaborateurs à driver. Là, pour moi, l'ego, il doit être à sa juste place. Il doit pas être effacé, mais il doit pas prendre toute la place. Et c'est là où arrêter de se mentir à soi-même va s'avérer une compétence primordiale. Parce que votre environnement ne va servir qu'à une seule chose. Vous envoyez de l'amour. Par l'intermédiaire du fait de gonfler votre ego, « Ah, bravo Romain, t'as battu le record du monde !» Et en fait, en vous envoyant de l'amour, par ricochet, il va vous permettre une seule chose, c'est vous donner la capacité de vous aimer vous-même, par vous-même. Et de vous dire, mais en fait, ce que je suis en train de faire, j'ai le droit de le faire, d'une. Et en plus, une fois que je vais l'avoir fait, eh bien, je vais pouvoir m'aimer un petit peu plus après qu'avant. Dans cette dynamique-là, le dépassement de soi, c'est juste une seule chose. C'est une action qui, une fois qu'elle aura été réalisée, vous permettra de vous aimer un petit peu plus après qu'avant. Est-ce que faire au revoir président est une action de dépassement de soi? Est-ce que si d'aventure vous le faites, vous allez vous aimer un petit peu plus après qu'avant? Eh bien, si d'aventure la réponse est oui, alors c'est un sacré dépassement de soi. Et donc, plus la peine d'aller passer 4 heures dans les glaçons, plus la peine de courir l'Australie en courant ou de vouloir monter l'Everest en match arrière et en claquette. Le dépassement de soi, ça peut être un quotidien. Ça veut dire, tiens, si déjà je suis capable d'aller chercher mon fils à l'école 2 fois par semaine à 4h30 et que je m'arrange pour pouvoir le faire, eh bien, je vais m'aimer un petit peu plus pour ça. Et donc, je me suis dépassé pour ça. Et là, ça marche. Donc, la question que je vais poser aux auditeurs, c'est... Et c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour vous aimer un peu plus? Et là, inévitablement, vous serez dans le dépassement de soi. Super. Voilà. Bon, bah écoute, je crois que c'est un beau mot de conclusion. En tout cas, vraiment, la démonstration est super. Enfin, je pense qu'il y a largement de quoi réfléchir avec tout ce que tu viens de dire, tout ce qu'on vient de discuter. Et peut-être, avant de se quitter, parce que tu as cité Simon Sinek, mais est-ce que tu as d'autres, donc les auditeurs qui ont été intéressés par cet échange et qui aimeraient creuser, aller un petit peu plus loin dans le sens de ce que tu as dit et expliqué, est-ce que tu aurais d'autres ressources que je pourrais mettre dans le descriptif de l'épisode? Il y en a tellement, tellement de gens peut-être un ou deux qui t'ont vraiment marqué. Je conseillerais un roman qui s'appelle La Fabrique des miracles
Oui. J'ai oublié l'auteur, mais je le retrouverai, je le mettrai dans le... La Fabrique des miracles, parce que voilà, ça se lit facilement, c'est simple et c'est applicable c'est applicable tout de suite. Bien évidemment, les conférences de Simon Sinek. Pour tout ce qui est sur les habitudes, il y a aussi une conférence TED donnée par B.G. Fogg qui s'appelle Tiny Habits, que j'encourage à lire également. Et puis après, si vous avez des questions sur un domaine particulier, que vous me retrouvez sur LinkedIn, Romain Vandendorp, je réponds toujours en moins de 48 heures. Donc allez-y, vous pouvez me poser des questions. Ça là, pareil, on mettra le lien si tu es d'accord sur l'épisode. Avec grand plaisir. Donc voilà. Écoute, merci pour on a passé presque 1 heure passionnante. Merci pour ça et puis merci de la part des auditeurs parce que je sais que tous ces numéros sont vraiment très appréciés et ça fait avancer. C'est vraiment de la bonne matière qui permet de réfléchir, d'avancer, de se transformer. Donc vraiment merci pour avoir contribué à faire progresser le chemin de tous ces cadres et dirigeants et managers qui ont besoin de cette nourriture pour aller mieux. Merci pour l'invitation. Si on a pu inspirer, maintenant c'est la phase d'introspection qui commence et j'ai hâte de savoir quelle sera la mise en action de tout à chacun dans leur quotidien. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, changeons. Merci Romain. Au revoir, à bientôt. Revoir. Salut, ciao. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en 3 lettres. CNP, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur aurevoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.